Comme ça fait du bien de partager ne serait-ce que quelques minutes de la journée avec vous, très chers téléspectateurs, eh bien, nous vous invitons à notre table. Au menu, nous aurons quelques tranches d'informations et plusieurs pincées de réponses à vos questions, quelques morceaux de réaction dans le public, le tout réalisé grâce à l'ambiance de ce super public. Eh oui, c'est un joli travail d'équipe. Nous avons un thème vraiment très intéressant et un expert vraiment outillé pour ce thème, Monsieur Dion Gustave, directeur représentant international universitaire pour le groupe Cambridge Education Group, en tant que directeur général de l'Agence panafricaine Éducation continue internationale. Monsieur Gustave dispose donc de plusieurs accords de coopération également avec des universités d'Asie, dont la Chine. Eh bien, c'est le pays que nous allons parcourir aujourd'hui. Nous faisons place à notre expert. Eh bien, bonjour Monsieur Dion Gustave. Vous êtes très bien habillé. Avec vous, l'élégance n'est pas la délinquance, j'ai envie de dire. Merci. Comment vous allez? Merci, merci. Je vais très bien, merci. D'accord. Donc aujourd'hui, vous allez apporter bien sûr de la lumière. Voilà, vous allez apporter plus d'informations sur ce qui concerne les études supérieures en Chine et comment s'inscrire. Voilà. La Chine est un pays ayant fait énormément de progrès ces dernières années dans le domaine de l'enseignement supérieur. Des étudiants, des professionnels souhaitent se former dans des universités disposant de moyens importants et de grandes dimensions internationales, j'ai envie de dire. Donc, Monsieur Dion, la première question, c'est d'abord, qu'est-ce qui peut motiver un étudiant africain à aller en Chine? Merci, Miss Emma. Je suis très ravi d'être sur votre plateau à nouveau. Ce n'est pas ma première fois. Il faut dire que la Chine, aujourd'hui, comme je disais la dernière fois, à notre dernière émission, que la Chine, aujourd'hui, est appelée ce qu'on appelle la machine du monde. Quand on dit machine du monde, c'est celle-là qui fabrique en même temps en matière industrielle, économique, mais qui fabrique aujourd'hui la grande partie des intellectuels du monde. Et ce qui pousse le monde entier à courir vers la Chine, c'est par sa grandeur, ses superbes universités, les contenus pédagogiques, les contenus de formation, les enseignants eux-mêmes et le dispositif d'hébergement que le gouvernement chinois a prévu pour le monde entier. Parce qu'il ne suffit pas de former des étudiants, il faut prévoir tout ce qui est fabuleux pour le dormir, manger, se balader. Il faut que le monde entier soit épaté par la Chine. Et c'est ce que la Chine a mis en place. Et voici l'intérêt du monde entier à aller vers la Chine. D'accord. Eh bien, avant de parler de comment s'inscrire, il faut quand même avoir un minimum d'informations sur le pays. Donc, c'est à dessein que je vous pose la question suivante. Faut-il avoir une connaissance générale de l'environnement culturel chinois? D'accord. Il faut dire que la culture chinoise même est une formation en elle-même. C'est comme si on parle de culture africaine. Un Irlandais ou un Pakistanais qui descend en Afrique, tout est nouveau pour lui. C'est la même chose pour quelqu'un qui quitte l'Afrique pour descendre en Chine. Tu ne vas pas vouloir que l'environnement chinois te soit favorable d'abord avant de t'intégrer. C'est comme si tu demandais à un Américain de descendre ici à Gagnoa et lui dit mais pourquoi est-ce que tu ne te sens pas dans ta peau, pourquoi est-ce que tu ne manges pas ceci. Enfin, tout est nouveau pour tout être humain qui descend dans une autre planète. D'accord? Or,
la culture chinoise va depuis la tradition à la musique, à l'art et même à la façon même de se comporter. Vous voyez, celui qui fait généralement beaucoup de temps sur la Chine change radicalement de comportement. Il y a certaines choses qu'il n'arrivera plus à faire ou à concevoir dans son esprit. Vous voyez, ce sera la culture chinoise aussi. On ne va pas faire le tour de la culture chinoise en tant que telle, mais juste vous dire que la Chine, quand même, a une culture qui est bien à apprendre. Parce qu'en matière même alimentaire, en Chine, manger, c'est se soigner. Hein? Et on ne se comporte pas n'importe comment en Chine. C'est vrai, dans tous les pays, c'est rangé, c'est dressé. Mais la Chine est catégorique sur ses façons de faire, sur ses façons d'envisager le monde, de corriger les choses, de parfaire, de fabriquer ou alors de se conduire. Ok, bon, moi j'aimerais noter quelque chose. Comme nous n'avons pas suffisamment d'informations sur la Chine, alors quelles sont les sources vers lesquelles se tourner pour avoir plus d'informations fiables sur ce qui concerne les études en Chine? Oui, alors aujourd'hui, en matière d'études en Chine, il y a des agences qui sont accréditées. D'accord. Il y a le QCAS pour la Chine, il y a Campus France pour la France, il y a Éducation continue internationale pour l'Afrique. C'est-à-dire ceux qui veulent aller vers la Chine, voici des sources un peu plus crédibles pour s'informer. Alors, si vous partez forcément sur Internet également, au même moment qu'il y a de bonnes informations, il y a aussi des déchets. Donc, il vaut mieux s'adresser à ces agences-là, plus particulièrement, surtout en tant qu'Africain, adressez-vous à Éducation continue internationale, qui a une expertise sur le continent asiatique en général et sur la Chine même en particulier. Voici un peu ce que je peux vous donner comme information. Et pour renseignement aussi, il faut dire qu'il y a l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody, aujourd'hui, qui a un grand accord de représentation avec une université de la Chine, dont l'université polytechnique des sciences et technologies de Tianjin, qui est la 5e mondiale, qui est implantée à l'université de Cocody, que j'ai fait venir pour son implantation, qui est là aujourd'hui. Et donc, si vous voyez des Chinois dans l'université, c'est comme si des Chinois viennent ici. Donc, les Ivoiriens aussi peuvent aller aussi dans cette université pour se performer. C'est ce qu'on appelle les accords d'échange. D'accord, vous avez mentionné tout de suite dans votre explication que vous avez parlé du QCAS, c'est bien cela? Du QCAS, oui. D'accord, le QCAS est une agence? Une agence de représentation. Vous savez, en matière d'études, si je veux m'inscrire dans une université lambda à Abidjan ou au Togo, je n'ai pas besoin de passer par une agence. Mais si je dois aller étudier en France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, en Hollande ou en Chine, j'ai besoin d'une agence. L'agence n'a pas pour rôle de vous donner simplement des informations. L'agence a pour rôle de garantir jusqu'à même votre sécurité dans le nouveau pays de résidence. L'agence prend les dispositions pour vous réserver le logement. Vous n'avez pas besoin de faire des courses là-bas. Vous êtes ici en Côte d'Ivoire. Et donc, l'agence fait des réservations. L'agence signifie même comment on appelle, à la structure qui gère le logement que celui qui vient, il est handicapé. D'accord. Ou alors celle qui vient a un problème au bras. Et donc, on souhaiterait que son lit soit de ce côté. On souhaiterait que la personne soit avec une autre fille de telle nationalité parce qu'elle veut se performer plus en anglais. Donc, elle souhaiterait être avec une résidente anglaise, par exemple. Donc, si c'est une chambre double, vous serez là avec une anglaise pour mieux apprendre l'anglais. Donc, on va dire que tout comme, je veux dire, le Campus France qui aide les étudiants à aller étudier en France, le QCAS aussi aide les étudiants à aller étudier en Chine. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Mais là, vous avez mentionné Campus France, donc je vais rebondir là-dessus. Allez-y. Campus France a commencé comme petite agence d'étudiants.
à l'époque, il y a, je peux dire, 20 à 25 ans. Et donc, ils ont commencé à faire du sérieux. Et le gouvernement français dit, bon, écoutez, comme vous faites aussi bien votre travail, vous allez nous représenter dans tous les pays du monde, là où il y a l'intérêt français. Donc, vous avez Campus France en Côte d'Ivoire. Donc, si tu veux étudier en France, tu passes par Campus France. Si tu es en Azerbaïdjan ou au Kazakhstan, tu veux étudier en France, tu passes par Campus France là-bas. Vous voyez, si tu ne passes pas par Campus France là-bas, tu as biaisé le processus. Ils ont besoin de savoir qui va dans le pays. Donc c'est de même pour QCAS. C'est de même pour QCAS, c'est de même pour éducation continue. D'accord, on a fait quelques recherches et on a découvert que la quasi-totalité des inscriptions aux universités en Chine se font sur le site de QCAS. De QCAS. Pour faciliter un peu les inscriptions, c'est bien cela? C'est un peu cela, pas tout cela. D'accord. QCAS est expérimenté dans l'inscription des étudiants en Chine. La réception des fonds, le paiement des fonds, les moyens de subsistance dans l'université, comment est-ce que tout sera fait? QCAS le fait pour les universités de Chine. Mais attention, en Chine, il y a plus de 4000 universités. QCAS ne peut pas être la seule structure à faire cela. Vous voyez, QCAS passe le relais aux agences internationales aussi à travers le monde, dont Campus France, dont Éducation continue, dont Studirama, dont l'étudiant.fr. D'accord. Donc c'est des agences comme ça à travers le monde. Hein, la Chine nous passe le relais de sorte que ne puissent pas... Ouais, ceux qui vont étudier aujourd'hui en Chine, quand on prend pour une seule année universitaire, on compte au moins 1 million d'étudiants dans le monde qui vont étudier en Chine. Je ne pense pas qu'une agence puisse être au niveau aussi puissant pour gérer 1 million d'étudiants en matière d'organisation d'études. Ce n'est pas possible. Donc, on passe le relais aux autres agences extérieures, qui sont internationales aussi, qui puissent inscrire les jeunes et organiser. Il ne s'agit pas seulement d'inscrire, il faut organiser même les conditions d'études de futurs citoyens chinois. Vous voyez? Donc, QCAS, oui, en particulier, mais les autres agences aussi en général. Et les agences aujourd'hui qui recrutent et qui gèrent les étudiants à travers le monde, on peut en compter véritablement une vingtaine. Une vingtaine. On est autour de 17 à travers le monde. D'accord. Les agences, il y en a plusieurs, mais je veux dire que QCAS est là pour faciliter les inscriptions. Oui, comme toutes les autres agences. De la même manière que Campus France le fait, c'est de cette même manière que Studirama le fait, c'est de cette autre manière que l'étudiant.fr le fait, c'est de la même manière que Éducation continue internationale aussi le fait. C'est des principes qui sont déjà établis, c'est des codes de procédure. Donc nous, on se réfère à ces codes-là. D'accord. Eh bien, maintenant, on va parler du profit des établissements ouverts aux étudiants africains. Y a-t-il des établissements adaptés spécialement aux étudiants africains en Chine? La Chine est aujourd'hui entièrement ouverte au monde, à condition. La Chine est ouverte au monde à condition d'apprendre aussi sa langue. La Chine ne cherche pas seulement à former des intellectuels, mais la Chine veut des représentants dans le monde. Donc, si vous étudiez en Chine, vous comprenez le chinois, vous avez appris le chinois, vous êtes posé en anglais et en chinois. Lorsqu'il y a un intérêt chinois dans un pays, on cherche forcément et obligatoirement qui est des nôtres dans ce pays. Qui peut faire cela pour nous? Un pharmacien chinois vient s'implanter en Zambie, je dis n'importe quoi. Un industriel chinois veut s'installer en Zambie. Je dis encore, une société aéronautique veut tester des appareils d'avion en Zambie. On demande qui on a en Zambie qui a fait l'aéronautique. On dit, ah, il s'appelle Sekou. Sekou a fait telle université
Et en telle année, il a fini. On dit contactez-le. Il est tracé par son mail, il est tracé par son WeChat, il est tracé par ses numéros. On joint Sekou. Sekou dit, je travaille pour tel film. On dira à Sekou, écoute, on a nos intérêts là. Est-ce que ça t'intéresse? Sekou va aller travailler pour les intérêts chinois. D'où l'importance, d'où la nécessité aujourd'hui pour le monde d'étudier en Chine. En Chine, d'accord. Voilà. Il faut pouvoir parler aussi le mandarin. Le mandarin, c'est aussi le chinois. Le chinois, voilà. D'accord. Eh bien, y a-t-il des conditions académiques à remplir? Je veux parler de moyenne, tout ça, requis pour être admis dans une université chinoise? Oui, les universités chinoises, en général, reçoivent ce concours. Mais lorsque nous recrutons les étudiants africains, il y a ce décor qu'on présente aux Chinois pour dire que nos étudiants ont étudié dans des contextes assez difficiles quand même. Et donc, ils ont le moral déjà préparé aux difficultés. Je vais vous donner un exemple. Un étudiant ici qui avait la mention passable au bac à l'éducation nationale a eu une bourse d'études. Et lorsqu'il est arrivé en Chine, il a été major en chinois, en mandarin. C'est-à-dire que l'année de mandarin où il a appris le mandarin, il a été major de sa promotion. Mais il était inscrit en économie, il était encore major. Ici, il n'a jamais été major. C'est-à-dire que les conditions dans lesquelles vous étudiez ici, soyez fiers et je veux que vous vous applaudissez vous-même. Vous êtes soumis à des conditions assez difficiles que vous ne savez même pas. Vous ne savez pas que vous êtes soumis à des conditions difficiles. C'est comme quelqu'un qui quitte le Niger, il arrive ici à Abidjan et on lui dit « Excuse-nous, il fait un peu chaud ici. » Il dit « Mais moi je suis à 40 degrés, tu me présentes 21 degrés, tu me dis il fait chaud. » Vous voyez, la Chine est dans des conditions où, entre guillemets, on gâte les enfants. Pour eux, c'est difficile comme ça. Pour eux, c'est des situations difficiles. Or, ici, tu marches pour quitter le 22e, pour venir au Dokui à l'école, le bus est en panne, il t'a lâché quelque part, et c'est sous la pluie que tes cahiers sont mouillés, tu n'as pas pu avoir le Warren, ça n'existe pas là-bas. Et ça, ce sont des conditions difficiles qui n'existent pas là-bas et ça vous rend expert dans ce que vous allez faire. Donc, on va dire que les conditions là-bas pour les étudiants sont vraiment... Oui, les conditions sont... De bonnes conditions. Sont nobles. Et je dirais, pour mesurer mes mots, je dirais moyennement ou relativement nobles. Pourquoi je dis ainsi? Parce que quelqu'un peut quitter l'Afrique, aller vouloir faire du commerce, il se dit qu'il s'en va faire des études, arriver là-bas, parce qu'il n'arrive pas à faire le commerce qu'il est parti faire, et dit ici la situation est difficile. C'est parce qu'au départ, tu nous as dit que tu partais pour des études. Lorsque tu t'inscris dans un autre cadre, tu veux faire du faux, ça devient tout naturellement difficile pour toi. Le chinois, il est 1 plus 1 est égal à 2. Ça ne donne pas autre chose pour le chinois. Ah, d'accord. Lorsque tu dis au chinois, je viens faire tant, il te regarde à la lettre. Il est carré. Il ne réfléchit pas autrement. Il ne cherche pas à comprendre. Ne dis pas au chinois, comprenez-moi. Non. Tu lui as dit, tu viens pour étudier. Étudier veut dire étudier, pas autre chose. Donc tu vas étudier. Si tu dis un matin que je vais dans telle ville, on m'a confié une affaire, tel business, je veux faire rapidement pour venir, écoutez, tu n'es plus dans le cadre de ton projet d'études, tu seras traité comme tel. Donc, on va dire qu'il faut être conscient, vraiment, pour aller étudier en Chine. Oui, il faut pas aller pour s'amuser. Non, je suis dans un pays assez développé. Non, il faut que vous alliez là-bas vraiment pour étudier. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Il faut aller pour étudier, il faut aller pour être le meilleur. D'accord. Vous êtes mis à concurrence parce que quand vous arrivez, les Africains en général, en quittant ici, pensent qu'ils sont les seuls à étudier en Chine. Ou alors, ils pensent être peut-être 2 étudiants à être là-bas. Tout récemment, en février, on a 2 étudiants qui sont partis. Arrivés, ils se rendent compte qu'ils sont au moins 128 personnes qui arrivent à l'aéroport à la fois. Ils sont 128 venant de la Côte d'Ivoire.
C'est quand même un bon nombre de personnes. Un bon nombre de personnes. Et il se rend compte que pour le semestre qu'il va faire, ils sont 350 Africains dans l'université. Noirs. Ne vous dites jamais à l'esprit que vous êtes les seuls à faire quelque chose. Dites-vous que ce que vous êtes en train de penser, des milliers de personnes sont en train de penser ça à la fois. Donc, ils arrivent, ils sont mis à concurrence avec des Japonais, des Coréens, des Malaisiens, des Anglais, des Hollandais, des Américains, qui sont dans la même salle d'études. On leur dit d'apprendre le mandarin. Écoute, ce que vous avez, pour une parenthèse, ce que vous avez à l'esprit contre le chinois va s'effacer le même jour. Va s'effacer le même jour. Pourquoi? Parce que l'Africain, en fait, se croit plus intelligent que le Chinois. L'Africain, quand tu dis d'aller se former en Chine, il dit, mais est-ce que les universités là-bas sont bonnes? L'université de Côte d'Ivoire a été ouverte en 1974 ou 1975. L'université en Chine a été ouverte en 1700. Qui a ouvert l'université en premier? Qui est intelligent que son ami? Monsieur, on ne va pas mentionner le pays. Non, je fais ça pour créer le débat. Alors, donc, lorsque vous arrivez en Chine, partez étudier, allez, c'est pour étudier. Vous n'êtes pas plus intelligent que quelqu'un dans le monde. Mais il y a quand même des Africains qui sont allés, qui ont fait la différence là-bas en Chine. Oui, qui ont fait la différence positivement comme négativement. Positivement. Positivement, d'accord. J'en connais aussi qui en ont fait négativement. D'accord. Vous voulez que j'en parle? Non, non. D'accord. Eh bien, dans vos propos, vous avez parlé de concours. Comment ça va se passer? Oui, alors... Le concours, c'est en étant une fois en Chine ou c'est avant d'aller en Chine? D'accord. La grande partie des universités d'élite en Chine recrutent sur concours. C'est que le Chinois même passe un concours avant d'entrer dans l'université. Et du coup, toi, tu quittes ici, tu es inscrit. Les Africains ne se posent pas la question. C'est parce qu'on les présente comme des meilleurs déjà. On les présente comme des meilleurs qui n'ont pas à passer autre concours pour s'intégrer. Sinon, s'ils procèdent par un processus d'immigration, qu'il est en Chine, et une année plus tard, il va rentrer dans l'université, il passe obligatoirement un concours. Et ce n'est pas évident d'être admis. Ce n'est pas évident d'être admis. Donc, si vous passez par une agence, ça vous facilite quand même certaines choses. Donc, voici un peu. D'accord, donc il y a beaucoup de choses à faire vraiment pour aller en Chine. D'accord. Eh bien, nous avons quelques images vraiment des universités en Chine. Bon, on va explorer quelques images. L'image que vous voyez en ce moment est l'université polytechnique des sciences et technologies, appelée Huajian University of Science and Technology, basée dans la province de Hubei et dans la ville de Wuhan. La province de Hubei, c'est comme si on disait le district des lacs. Et une seule ville, c'est comme si on associait la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, le Burkina, le Libéria et l'Afrique de l'Ouest totalement qui fait une seule ville. Donc, voyez une ville chinoise comme ça. Ne la voyez pas comme une ville gagnoise ou une ville Issia. Hein? C'est plusieurs pays en ville. Donc, ce que vous voyez, c'est l'université. C'est l'université que vous voyez. Hein? Ça, c'est un bâtiment de l'université. Et cette université, par exemple, à Huajian qui signifie en chinois forêt. Donc, la forêt, l'université est bâtie beaucoup plus sur une plateforme forestière. Ils ont planté des arbres pour ne pas qu'il fasse assez froid. Voilà. Et donc, des périmètres piscicoles. Ça, c'est le stade de l'université. Il y a des stades externes et il y a des stades internes où c'est totalement couvert. D'accord. On va dire qu'étudier en Chine est un projet démontrant vraiment une ouverture. Tout ce que vous voyez, hein, les bâtiments en arrière, ce n'est pas forcément la ville, non. Ce sont des bâtiments campus pour dormir, des campus dortoirs. Et donc, c'est bâti en 20 logements, 20 bâtiments qui sont en bloc-bloc et
les étudiants intègrent ces bâtiments. C'est différent des villas ici ou des bâtiments de 3 niveaux. Non, là-bas, un bâtiment peut seul aller jusqu'à 50 étages. Jusqu'à 50 étages et les enfants sont dedans. Voilà. Donc, ne pensez pas pour la Chine. Ça c'est le bâtiment universitaire. Les universités font par exemple 1 500 000 étudiants. Une université peut s'étendre de Bingerville au plateau en passant par les bords de Yopougon et tout ça. Et tout ça, c'est l'université. C'est différent d'une maison ou 2 maisons. Oui, il y a des bus, il y a des taxis pour l'université. Ça, c'est sûr. Quand vous êtes dans l'université, il y a votre aéroport, il y a votre hôtel, il y a votre supermarché, votre hypermarché. Et c'est là-bas que j'ai connu Béranger, le propriétaire de Carrefour. Il a son hypermarché dans l'université. Il y a la centrale de Huawei qui est dans l'université. Il y a un parc technologique qui est une zone industrielle plus gaillarde que celle d'ici, où les enfants font les stages quand ils finissent. On n'a pas besoin de faire l'honneur pour aller faire un stage. Un stage, c'est déjà de l'acquis. Et donc, c'est dans cette dimension-là qu'on voudrait que vous étudiez. Vraiment, en regardant tout ceci, ça nous donne tout de suite envie, n'est-ce pas, d'aller étudier vraiment en Chine. Oui, ça donne l'envie d'aller étudier effectivement en Chine parce qu'au-delà de la formation, il y a la pratique qui est associée, comme vous êtes en train de le faire ce matin, il y a la pratique qui est associée à la formation et c'est très important. Quelqu'un qui étudie, qui n'a pas la main sur un minimum de pratique, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et la Chine n'aime pas l'arnaque. Faire étudier quelque chose sans avoir touché, c'est de l'arnaque. Et donc la Chine n'aime pas ça. Si tu as fait la gestion, tu dois avoir fait ton stage dans une centrale de gestion, dans un cabinet de gestion. Les Arthur Andersen, certains cabinets hautement connus sont installés dans les universités d'élite. Voici un peu Miss Emma. D'accord. Eh bien, je vous rappelle qu'on parle des études supérieures en Chine. Comment s'inscrire? Comment s'inscrire? D'accord. Alors, nous en reparlerons, chers invités, juste après ce court moment de pause. Merci. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Parents, élèves, étudiants, travailleurs. HETech, c'est plus de 20 ans d'innovation, de succès et de formation de cadres compétents. Avec tous nos diplômes reconnus et homologués par l'État du Mali. La compétence de nos diplômés reconnus par le monde professionnel. Une mobilité internationale garantie. Une possibilité de double diplomation Bamako-Abidjan. Pour la réalisation de vos ambitions académiques et professionnelles en DTS, BTS, licence professionnelle et master, rejoignez HETech Bamako à Badalabougou, avenue de l'OUA. HETech, la trajectoire de votre réussite, l'école de votre entreprise. Instant pub. Instant pub. Instant pub. De retour sur notre plateau, c'est avec beaucoup de joie que nous sommes là pour parler des études supérieures en Chine. Comment s'inscrire? Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet en parlant des démarches à suivre, la procédure pour s'inscrire. Nous sommes avec M. John Gustave qui tous les jours nous apporte de la lumière grâce à ses informations. Eh bien, d'abord, dans un premier temps, comment aborder, n'est-ce pas, la procédure d'inscription pour une université chinoise? D'accord. Pour aller étudier en Chine, il faut se rassurer d'abord qu'on est d'abord performant, qu'on est en bonne santé. Donc, pour la première démarche, il faut aller pour les études en Chine. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous partez à la PISAM, exclusivement à la PISAM. Il y a un service qui est ouvert à la PISAM pour les analyses et bilans médicaux qui vous coûteront autour de 135 000 francs. Donc l'ensemble des examens, 135 000 et 162 000. Hein? Vous partez à jeun, vous faites l'examen et au bout d'une semaine, vous remplissez un formulaire qui est authentifié et attesté par la PISAM pour dire que vous êtes en bonne santé. N'étudie pas en Chine quelqu'un qui est malade. Si vous avez l'hépatite, vous avez la syphilis,
Le VIH. Le VIH, ce n'est pas la peine de tenter une inscription en Chine. Vous serez traité comme un vulgaire colis, même pas comme un être humain. N'essayez même pas de camoufler votre état de santé. Dès que vous sentez que vous êtes malade, continuez vos études ici à Abidjan. On n'a pas besoin de malades en Chine. La Chine ne joue pas avec. Là, c'est la première étape. D'accord. Deuxième étape, vos derniers diplômes. Votre dernier diplôme, bac, même BPC, licence, master, vous avez ces diplômes-là. Vous les envoyez et nous les traduisions en anglais et nous les authentifions. C'est pourquoi il faut conserver tous ces diplômes. Oui, parce que vous avez vos diplômes à vous que vous envoyez en Chine. Mais si le Chinois refuse, c'est parce qu'il n'a pas vu la mention authentification par une agence internationale. Donc si nous authentifions pour dire, oui, effectivement, on a vu l'original, c'est vrai, c'est bon, la Chine accepte que votre diplôme est effectivement valable. Après le diplôme, nous allons passer au transcript, c'est-à-dire que les bulletins, les notes de classe, les notes académiques, donc les bulletins de premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, hein, vous les associez, vous envoyez. Nous les traduisons et nous les authentifions à nouveau. Ça fait la troisième étape. Il faut être sûr d'avoir un passeport. Ne parle pas d'étranger, quelqu'un qui n'a pas de passeport. Ça, c'est la base déjà. Quand vous voulez voyager, il faut quand même avoir un passeport. Ouais, un passeport. Donc, il vous faut un passeport en cours de validité. Donc, vérifiez si votre passeport finit dans 3 ans ou dans 4 ans. Tu ne peux pas dire que je vais faire des études de 3 ans et sur ton passeport, on voit que ton passeport finit dans un an. S'il expire dans 1 an, c'est que ce n'est pas normal. Donc, il faut le prolonger pour 3 ans. D'accord? Après le passeport, il y a le casier judiciaire. La Chine n'a pas besoin de miliciens ou d'anciens miliciens. La Chine n'a pas besoin de combattants ou de spécialistes de guerre. Ou quelqu'un qui connaît tous les couloirs de la Maca. Hein? La Chine n'a pas besoin de ce genre de personnes. Donc, on demande un casier judiciaire que nous identifions également. C'est qu'on vous a vu, on a su que vraiment, M. Keïta, il n'a jamais fait la Maca, il n'a jamais été condamné et il n'a jamais pris les armes, il ne connaît même pas les armes. Donc, Kalachnikov, il n'a pas de notion de cela. Alors, après le casier judiciaire, on va passer à la preuve des moyens de subsistance. Tu ne peux pas dire que tu te déplaces pour aller à plus de 6000 km de ton pays et puis tu n'as pas de quoi manger. Et tes parents n'ont pas le minimum. Ce n'est pas normal. On peut trafiquer tous les documents, on peut contrefaire tous les documents, falsifier tous les documents, mais je vous en prie, ne falsifiez pas ce que vous êtes financièrement. Si les parents n'ont pas de moyens pour s'occuper de vous, dites-le nous clairement que mes parents n'ont pas les moyens, mais ils peuvent payer les études de telle ou telle manière. C'est en cela que vient la preuve de capacité bancaire ou la preuve de solvabilité bancaire. Eh bien, M. Dion Gustave, on en reviendra quand on parlera bien sûr de paiement de scolarité. Il faut retenir que le processus d'inscription pour une université chinoise, vraiment, c'est un parcours de combattant. On va parler maintenant de la préinscription. La préinscription. Voilà. D'accord. Dans tous les pays, ce n'est pas facile. Celui qui dit que c'est facile de s'inscrire, même en Guinée ou au Ghana, c'est faux. Dans aucun pays étranger, il n'est facile de s'inscrire. Après tout, tu es un ressortissant étranger. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas admettre ou que tu ne peux pas facilement comprendre. D'accord? C'est la même chose partout. Alors, la préinscription, vous venez avec vos diplômes, copie de passeport et 1 ou 2 bulletins, une photo d'identité. On fait votre préinscription. La préinscription veut dire quoi? On réserve simplement
votre place. Parmi ce million de Tout personnes cela se fait en ligne en ligne, ou on se rend vers une agence? vers une agence serait mieux. Laquelle? Ici en Côte d'Ivoire. Éducation continue internationale, D'accord. que je représente, bien sûr. Alors, il est mieux... Excusez-moi, c'est situé où? Nous sommes à Abidjan, Cocody, Angré, terminus 82, le bâtiment principal en bordure de route de Komana Cousteau. D'accord. Voilà. Continuez, Vous allez sur Facebook, taper Éducation continue internationale, le logo bleu-jaune va sortir, vous verrez un peu toutes ces vidéos et informations. Bien. Donc la préinscription, on réserve votre place. Mais ça ne veut pas dire qu'on garantit votre place. Réserver la place est différent de garantir une place. Donc, si ce million de personnes à s'inscrire, on dira simplement que telle place est réservée par un étudiant ivoirien déjà. Il sera dans telle classe. On attend la confirmation par la deuxième étape qu'on appelle l'inscription. L'inscription, c'est la phase la plus importante. En général, on va lever l'équivoque aujourd'hui. Des étudiants s'élèvent. Moi, je suis déjà inscrit dans une université dans tel pays. C'est faux. Il a fait une simple démarche de préinscription en ligne. Quitte à savoir même si c'est vraiment réservé. Parce qu'il a reçu une note. Une note robot, ça veut dire que l'ordinateur a répondu avec son nom et il y a eu une signature en bas. Il croit que quelqu'un lui a adressé un courrier. C'est de façon robotisée. Vous êtes dans une école technique ici, vous savez que c'est possible. Tu envoies un courrier à minuit, on t'adresse un courrier à minuit 30. Tu te dis, mais les gens ils sont disposés vraiment pour moi. Personne n'est disposé pour toi, c'est électronique. C'est signé, cacheté, ça a ton nom, ta de dessin. C'est au vu de ce que tu as fourni comme information, c'est rempli, on t'envoie. D'accord? Ce n'est pas une inscription. Une inscription, tu vas payer ce qu'on appelle les frais de registraire. Les frais de registraire, c'est comme frais de dossier. En général, ça tourne entre 70 000 et 250 000, 300 000 selon l'université. Pour ouvrir le dossier. Pour ouvrir le dossier, ça c'est les frais de registraire. Après, vous allez faire le paiement d'un acompte de la scolarité. Tu n'as pas payé même une virgule d'une scolarité et tu dis que tu es inscrit. Tu n'es pas inscrit, même payer frais de dossier, tu n'es pas inscrit. Donc, il faut payer au moins le tiers ou la moitié de la scolarité. Lorsque tu payes la moitié de la scolarité, ça ne suffit même pas encore. Il faut payer la moitié des frais d'hébergement, de logement. Tout ça se fait avant d'aller dans le pays. Avant d'arriver dans le pays. Lorsque tu fais le paiement de la compte de logement, il faut payer une autre partie des frais d'université qu'on appelle immatriculation, contre-expertise médicale, l'assurance maladie, tout ça, tu finis de payer. Lorsque tu payes cela, tu viens de faire ce qu'on appelle une inscription et donc l'université va t'adresser maintenant ce qu'on appelle la lettre d'admission. C'est-à-dire que tu es admis à étudier dans l'université. Si j'ai pris ton argent, c'est que c'est parce que je suis sûr que je peux te former. Donc, je t'admets désormais dans mon université. Donc, on va t'envoyer une lettre d'admission. Si tu as une lettre d'admission d'une université de Chine, ça ne vient pas seul. Si ça vient seul, c'est que ce n'est pas une université de Chine. Ça va venir avec un document diplomatique qu'on appelle le JW202 ou le JW201. On explique? Oui. On dit dedans que pour rien au monde, au pire même des cas, vous ne pouvez, en tant qu'institution diplomatique ni ambassade, de refuser le visa à cette personne. Et personne ne vous refusera le visa. Dès que ce document, ce petit document, en format A5, arrive, ça veut dire que vous ne pouvez pas échouer à un visa de la Chine. Le JW202 accompagné de la lettre d'admission qui précise ce que vous faites exactement, ce que vous allez faire, quelle est la discipline, est-ce que vous commencez par l'année de langue et tout ça, c'est précisé. D'accord. Donc, on a parlé de démarches
procédure locale, démarche internationale, la préinscription, les frais registres, Le fait de le registrer. registre, voilà, la réservation du logement, le permis d'étudier, le visa, tout cela. Et après avoir constitué, fait tout cela, on est vraiment prêt, fin prêt pour étudier en Chine. C'est bien cela. Oui, on est fin prêt en Côte d'Ivoire, mais on n'est pas encore fin prêt pour étudier en Chine. D'accord. Quand on donne une information, il faut donner toute l'information possible. D'accord. Chez nous, en Afrique, on dit, quand on enlève toutes les maladies du village, il ne faut pas laisser la toux. N'est-ce pas? Donc, il faut donner les informations dans les moindres détails pour que vous soyez satisfait, n'est-ce pas? Ça ne mérite pas d'applaudissements quand même. Alors, lorsque vous avez eu le JW 202, il faut maintenant l'étape de l'ambassade. Pour aller à l'ambassade, il faut envoyer les preuves de capacité financière ou les preuves de solvabilité financière. C'est très important. J'avais dit tout à l'heure comment payer, mais c'est très important. L'ambassade va demander, mais tu t'envoies en Chine, comment est-ce que tu payes la scolarité? Tu as payé une année. Qu'est-ce qui prouve que l'autre année tu vas payer? Donc, le parent doit faire une lettre d'engagement sur l'honneur de prise en charge parentale, que nous traduisons également aussi en anglais, pour dire que le parent est solvable, il va s'occuper de son enfant, ne lui créez pas de soucis. Nous-mêmes, on a vu, en tout cas, c'est bien, le monsieur, il est bien, son fils est bien, en tout cas, donnez-lui le visa, il est solvable, quand bien même nous savons des choses. Deuxièmement, il y a les bulletins de salaire du parent. Si le parent n'est pas un salarié, Il faut qu'on sache tout de même que le parent a une somme consistante dans son compte bancaire. même pas forcément consistante. Vous savez, les Occidentaux et Asiatiques font la différence, ici comme les Africains, ils font la différence entre un homme capable et un homme solvable. Être capable, comment vous appelez? Votre nom? Votre nom. Vous pouvez le dire simplement. Hein? Moi, c'est Adekola. Adekola. Adekola est père de famille et il a du coup 10 millions. Et il a 10 millions sur son compte. C'est-à-dire quand on regarde son compte, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de mouvement. C'est écrit dessus solde de 10 millions. C'est un homme capable. Un homme solvable, c'est quelqu'un, sur son compte bancaire, 500 000, 300 000, retrait de 100 000, versement 1 million. Et quand on regarde le solde du mois surpassé, il avait 400 000 sur son compte. Le mois qui a suivi, il a 1 million sur son compte. Non, 3 millions. Le dernier mois, il a 800 000 sur son compte. Celui-là, il est plus solvable que celui qui a 10 millions sur son compte. Parce que celui-là, il a des mouvements. La personne solvable a des mouvements sur son compte. Il vit, on sait de quoi il vit, on sait comment il retire son argent, on connaît son mode de vie. Mais celui qui a 10 millions comme un brouteur, on ne sait pas d'où ça vient, on ne connaît pas d'où ça sort, mais il y a 10 millions sur son compte. À celui-là, on refuserait le visa. D'accord. Mais à celui qui a des mouvements, ça et là, hein, qui a un solde très mouvementé, lui-là, il est solvable. On a besoin de celui-là pour étudier à l'étranger. Merci, Monsieur Dion. Eh bien, on va récapituler un peu. Pour les dossiers à fournir, vos diplômes de l'enseignement supérieur, le diplôme du baccalauréat, vos résultats l'année précédente, une lettre de motivation, une lettre de recommandation d'un professeur, une lettre de recommandation d'une entreprise. Eh bien, Monsieur Dion Gustave, vous avez la lourde charge de répondre à toutes les questions que nos étudiants venus d'ici et d'ailleurs vont poser. Donc, vous pouvez maintenant poser des questions à notre expert. Bon, moi, c'est Akab Lafou Régis. Je suis un étudiant. Maintenant, j'ai eu le bac. Et puis, je vais étudier en Chine, comme vous l'avez dit. Maintenant,
moi je veux savoir, pour que ce soit concret, quel est le revenu que ma famille doit avoir, le minimum. Là, je sais si ça peut marcher, tout ça. Bien. Alors, pour étudier en Chine, lorsque tu as connu l'université dans laquelle tu dois aller, il faut connaître également aussi la scolarité. Puisque les scolarités ne sont pas les mêmes dans tout le pays. Je vous dis qu'il y a plus de 4000 universités. Donc, les scolarités ne sont pas les mêmes. Les scolarités varient de 3 millions à 16 millions. Oui, en Chine. Scolarité. Ce n'est pas 350 000 et puis on se plaint là, ce n'est pas ça. De 3 millions. Donc, vous avez une scolarité de 3 300 000. On va prendre un exemple type. Hein. L'Université polytechnique des sciences et technologies qu'on a vu tout à l'heure, la scolarité, l'année c'est 3 300 000 pour le bachelor. Le logement, 1 400 000 pour le bachelor. Les frais, examens médicaux et divers, 700 000 francs. Vous avez les frais d'envoi bancaire qui sont autour de 150 000. Donc, vous devez assurer au moins un minimum de 5 500 000 francs comme frais déjà pour l'école. Et il y a les démarches locales et internationales qui vont vous coûter autour de 1 500 000. Le tout passera à 7 060 000. Sans le billet d'avion, sans l'assurance voyage, sans les frais de visa. Voici ce que ça comporte. Je veux dire aussi que si vous investissez toute cette somme-là, vraiment, vous n'allez pas regretter parce que vous allez avoir aussi une bonne formation. Bien. Bonne formation, ça dépend. Tu peux envoyer quelqu'un d'excellent comme Aka, il arrive là-bas parce qu'il a vu trop de choses, il se déprave lui-même. Donc, on ne va pas attester ici qu'il s'en va pour être meilleur. Pour ne pas prendre la responsabilité de son comportement là-bas. Il va pour réussir, il sait que ses parents ont investi. C'est à lui d'être consciencieux et ne pas abuser de ses parents. Sinon, 7 60 000 francs, ça c'est le minimum de scolarité dans le monde. Il y a les scolarités 15 millions, logement 4 millions et ainsi de suite. On a même des universités à travers le monde qui coûtent 41 millions, 51 millions l'année, 68 millions l'année. Donc si vous payez ici une scolarité de 300 000, 700 000 ou 1 million, c'est vraiment rien. C'est du cadeau. C'est du cadeau. Monsieur, vous êtes satisfait de la réponse de notre expert. Voilà. Quelqu'un d'autre? Une autre question? Bonsoir, je suis Touré Kairou. Touré Kairou. Kairou. Étudiant en réseau et télécommunications. Oui, allez-y. D'abord, je tiens à vous remercier pour nous avoir éclairé sur les différentes universités qu'il y a en Chine. Maintenant, pour nous qui sommes en Côte d'Ivoire, qui voulons aller en Chine, au niveau de l'apprentissage de la langue, est-ce que le montant est pris en compte dans la scolarité ou pas? Bien. Quand vous dites la langue c'est une formation. Donc c'est une scolarité que tu vas payer. On me demandait si c'était pris en compte dans la scolarité de l'école en question. Oui. Si, je cite une des meilleures écoles, H-Tech, vous payez une scolarité de 3 300 000, vous allez étudier le mandarin, vous finissez d'étudier le mandarin, la prochaine année, quand vous passez en spécialité, vous payez encore 3 300 000 encore. C'est comme ça que ça se passe. Vous allez aux États-Unis, vous payez 8 millions pour la scolarité en anglais. L'année qui suit, vous payez 15 millions pour la spécialité. C'est comme ça que ça se fait. La formation se fait durant combien d'années? Le bachelor, si on met l'année de langue, vous allez faire 4 ans. Pour la formation de la langue? Non. Il y a des spécialités plus la langue. La langue fait en 6 mois minimum, 1 an maximum. Donc, avant de commencer réellement les études, vraiment ce pourquoi nous sommes partis là-bas, nous allons faire quelques années d'études. Vous allez faire une seule année
de langue. Cette année d'apprentissage de langue-là, c'est l'anglais et le mandarin. Ce n'est pas le mandarin seul. C'est l'anglais et le mandarin. Si je vais t'apprendre tout à l'heure, comment on appelle, quelle est ton ethnie? Je suis au Djenika. Tu es au Djenika. Il n'y a pas de langue au Djenika. Si je vais t'apprendre, comment on appelle le Yakuba, je ne vais pas t'apprendre le Yakuba en Yakuba. Je vais t'apprendre le Yakuba en français. Est-ce que vous voyez? Donc, quand les gens vont en Chine pour apprendre le mandarin, c'est de l'anglais qu'on les forme en mandarin. Ça fait qu'ils maîtrisent l'anglais, ils maîtrisent le mandarin. D'accord. Est-ce que vous voyez? Le chinois veut que tu aies une notion de mandarin parce que si tu sors, que tu es en ville, quelqu'un te provoque, que tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut prononcer, ce serait difficile pour toi. Mais si tu comprends toutes les autres langues, il faut avoir un minimum de mandarin. Ok, d'accord. Vous êtes satisfait? C'est bon. Monsieur Gustave, vous avez certainement un mot de fin. On va récapituler tout. D'accord. En gros, qu'est-ce qu'on doit retenir? Bien. Pour étudier en Chine, ce n'est pas de l'eau à boire, ce n'est pas de la mer à boire. C'est facile. C'est facile. Pour apprendre en Chine, ce n'est pas compliqué, c'est facile. Si des milliers d'étudiants le font chaque année, ce n'est pas vous qui n'allez pas le réussir. On ne se lève pas aussi à la sauvette pour entamer un cursus international. On se prépare et un peu, on paye un peu, jusqu'à ce qu'on parte, on a fini de tout payer. N'attendez pas d'avoir 10 millions, 15 millions pour entamer un processus. Lorsque vous avez même un 300 000 francs déjà, un 500 000, dites déjà que vous pouvez entamer des procédures à l'étranger. On va les parfaire pour vous et vous allez décoller de votre siège. Donc, voilà un peu ce que je peux dire pour... D'accord, donc on applaudit. Merci vraiment d'être passé sur notre plateau, d'avoir respecté notre invitation. Eh bien, on va dire que la Chine est un des pays majeurs de l'économie de demain et le gouvernement porte une attention toute particulière à l'éducation supérieure avec pour objectif de porter des universités chinoises au sommet des classements mondiaux d'ici à 2020. Merci chers téléspectateurs, merci encore à vous cher public d'avoir assisté, d'avoir répondu aussi à des questions, d'avoir posé des questions, d'avoir assisté à cette émission. Eh bien, rendez-vous très prochainement pour un autre numéro.